vague, c'est pas juste, c'est pas vrai, c'est pas une deuxième vague. Et l'immense majorité des gens qui ont un test positif à SARS-CoV-2, ils sont pas malades du Covid. Toutes les interviews de réanimateurs depuis 10 ans, chaque année, à partir du mois d'octobre et tout l'hiver, ils vous disent on est en tension, les urgences sont pleines, l'hôpital est plein à craquer, l'hôpital est en tension. Et il n'y avait pas d'ASH, c'est-à-dire les gens qui font le ménage, il n'y en avait pas pour faire le ménage de la chambre. Donc la chambre est restée inutilisable pendant 16 heures. On a eu au moins 3 patients comme ça, qui étaient juste positifs, mais qui étaient malades d'autre chose. Et pourtant, ils comptent dans les stats comme s'ils avaient le Covid-19. C'est-à-dire quand il y a des chefs de service qui vous disent ça peut tomber sur n'importe qui comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est pas vrai. Et les gens, ils ont de la merde dans les yeux, quoi. Je sais pas comment dire. Il faut lire les études pour de vrai, pour arrêter de regarder la méta-analyse de BFM. Et pendant ce temps, ils permettent au Remdesivir, qui est bourré d'effets secondaires, d'être distribué gratos. Donc l'idée de mettre du Rivotril aux gens en EHPAD, c'est extrêmement choquant au niveau éthique. Cette personne a été diagnostiquée positive au Covid à l'entrée, alors elle rentrait pour avoir une chimiothérapie d'un lymphome. Et en fait, le fait qu'elle soit positive, branle-bas de combat, tout le monde s'est alerté, etc. Mais les statistiques sont mensongères. On surcharge l'hôpital et les secteurs Covid pour pas surcharger les secteurs Covid. C'est un peu tordu comme logique. On teste tout le monde à chaque changement de service, à chaque fois que quelqu'un passe au bloc opératoire, à chaque fois qu'il rentre à l'hôpital, à chaque fois même qu'il viendrait en consultation. Il faudrait qu'il ait un test de moins de 3 jours. Parce qu'effectivement, on a des gens dans la queue de l'IHU qui viennent pour la 3e fois dans la semaine parce qu'ils sont stressés. On a des gens qui reprennent le boulot et qui sont retestés, mais ils avaient déjà été testés il y a une semaine parce qu'ils étaient partis en vacances. On insiste et on focalise tout le monde sur le masque. Moi, je vous propose que quand on vous focalise sur quelque chose, c'est comme les prestigitateurs. S'ils claquent les doigts là, c'est qu'ils sont en train de vous voler quelque chose dans la poche de l'autre côté. Voilà, pareil, je veux pas me mettre en bisbille avec qui que ce soit, mais je pense que le masque dans la rue, le masque à l'école, c'est n'importe quoi. Parce que l'expérience, c'est pas la réitération pendant 30 ans de la même erreur. On a beau leur démontrer que le confinement, c'était plus toxique que bénéfique, ils vont continuer à mentir pour justifier. C'est très dur en termes d'économie personnelle d'admettre qu'on s'est trompé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis en compagnie du docteur Louis Fouché. Bonjour. Bonjour Emma, vous allez bien? Bah oui, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir sur ma chaîne. On vous a découvert pour beaucoup le 7 octobre dans une vidéo qui est parue sur la chaîne de l'IHU de Marseille. Vous êtes médecin, anesthésiste, réanimateur, je le précise parce qu'il reste peut-être encore un peu de personnes qui ne vous connaissent pas, mais moi j'ai adoré votre conférence digitale sur la réanimation. Vous avez un master en éthique médicale et vous êtes aussi cofondateur et porte-parole du collectif Réinfo Covid. Dans le lien de cette vidéo, je vous mettrai, les amis, les liens pour retrouver la chaîne YouTube de Réinfo Covid et puis le collectif. Alors voilà, on s'est déjà parlé un petit peu avant de préparer cette émission. Et comme je vous disais maintenant, on nous dit dans les médias de grande écoute que les réanimations sont pleines, que c'est la catastrophe en vue, que la deuxième vague va être probablement plus grosse que la première. Alors moi, je voulais déjà vous poser une première question, si vous êtes d'accord. Est-ce que c'est pas le principe même d'une, on va dire, d'une unité de réa d'être pleine tout le temps? Ouais, juste avant de répondre à votre question, je précise aux auditeurs, je pense que tous les médecins qui passent sur un média devraient dire leur conflit d'intérêt. Donc moi, j'ai pas de conflit d'intérêt. Et il y a quelque chose qui s'appelle Transparence Santé, qui permet de savoir à peu près combien touchent les médecins directement de l'industrie des médicaments. Ça permet pas de savoir, par contre, s'ils ont des stock options. Ça permet pas de savoir s'ils sont rémunérés par une autre branche d'une filiale d'une multinationale du médicament. Donc en fait, c'est une toute petite partie émergée de l'iceberg. Dans cette toute petite partie émergée, moi j'ai 450 € qui sont les staffs du service, parce que j'ai, sans le savoir en fait, juste en signant mon nom quand des labos venaient pour faire un goûter, à chaque fois ça raquait 40 € quoi. Donc depuis j'ai fermé la porte complètement au laboratoire et j'ai pas de conflit d'intérêt dans cette histoire. C'est intéressant pour les auditeurs et les spectateurs d'aller regarder un petit peu qui parle et quels sont leurs conflits d'intérêt, parce que vous allez voir qu'ils sont juste majeurs la plupart du temps. Donc je parle pas de n'importe où. D'où je parle, hein, je le précise, vous l'avez dit, je suis médecin anesthésiste réanimateur à la Conception à Marseille, mais je parle pas du tout pour la PHM, dont je salue le travail en fait. Et, je suis prudent avec mon institution. Vous savez que les temps sont durs pour les réanimateurs qui ont tendance à l'ouvrir
dans des médias. Donc voilà, je salue le travail de l'institution, je travaille avec joie, je suis très content de mon travail et je souhaite le garder. Et je critique pas du tout l'institution, je parle pas du tout en son nom, je parle en mon nom propre et je suis comme porte-parole de Réinfo Covid. Et j'ai un avis en tant que citoyen sur la politique sanitaire, avec la liberté d'expression qu'on a, je me permets de le donner. Donc, pour répondre à votre première question sur les tensions en réanimation, oui, on est clairement en tension là sur la réanimation. Et effectivement, c'est habituel en réanimation, mais là, il y a quelque chose d'un peu inhabituel. Et pour moi, c'était pas prévu. Il y a 2 mois, je tenais pas ce discours-là. Je tenais un discours qui était qu'il se passait rien en fait, et qu'on était dans un délire collectif. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était vrai. Et puis là, tout de suite, on a une recrudescence d'une épidémie saisonnière. Et je crois que c'est important de remettre les termes au bon endroit, parce que une des premières manipulations médiatiques et gouvernementales, c'est le langage, c'est la sémantique. Et de parler de deuxième vague, c'est pas juste, c'est pas vrai, c'est pas une deuxième vague. C'est une épidémie saisonnière d'un virus qui s'est installé. Et il se passe vraiment quelque chose par contre. Effectivement, l'hôpital et les services de réa se remplissent progressivement. C'est pas brutal, mais progressivement, il y a de plus en plus de malades qui ont une maladie à Covid, c'est-à-dire la maladie induite par le virus SARS-CoV-2. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pareil, si vous prenez les tests et que vous dites on est positif au Covid, c'est pas vrai. Les gens sont positifs à un test à SARS-CoV-2, ça veut dire qu'il y a le virus qui est retrouvé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malades. Et l'immense majorité des gens qui ont un test positif à SARS-CoV-2, ils ne sont pas malades du Covid. Donc il y a une toute petite minorité qui est malade du Covid, mais cette petite minorité, elle commence à grossir doucement avec l'automne et probablement avec l'hiver, et elle remplit doucement la réanimation. Et pour le moment, les autorités sanitaires à Marseille et sur PACA font ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'elles essayent de garder l'activité réglée de l'hôpital et de la chirurgie pour pas induire un maléfice sur les gens qui n'auraient pas le Covid et ne pas produire d'effets collatéraux majeurs. Mais par contre, doucement, doucement, on ouvre des lits et on essaye d'ouvrir des lits. Mais par contre, la réa est en tension parce qu'il y a plus de malades. Et vous l'avez dit, c'est l'enjeu de la réanimation d'être toujours pleine en fait et de passer son temps à mettre le turnover. Et ça, il y a plein de raisons. Je vais essayer de faire un petit tour des raisons pour lesquelles on est en tension. Je l'ai dit, voilà, il y a effectivement une épidémie saisonnière. Mais les gens réagissent avec plus ou moins de stress. Moi, je suis quelqu'un qui a une généreuse nature probablement, et donc j'ai pas de stress. Il faut juste être pragmatique et faire les choses comme elles doivent être faites. Les gens qui paniquent en général, ils font n'importe quoi. J'aimerais vous demander par rapport à l'année passée, est-ce que vous vous souvenez au mois d'octobre, si c'est des périodes où on a l'habitude d'avoir une montée des admissions pour votre unité, par exemple? Oui, si vous prenez toutes les interviews de réanimateurs depuis 10 ans, chaque année, à partir du mois d'octobre et tout l'hiver, ils vous disent on est en tension, les urgences sont pleines, l'hôpital est plein à craquer, l'hôpital est en tension. Si vous prenez les plans hôpital en tension, il y en a chaque année en fait. Donc c'est pas nouveau. Et ça vient d'un problème structurel. C'est-à-dire que l'idéologie néolibérale mondialisée qui accourt à Bruxelles et qui est déclinée ensuite dans les différents pays de l'Union européenne consiste à détruire de manière complètement volontaire et programmée petit à petit l'hôpital public et à fermer des lits au motif que ça coûte trop cher, que les personnels coûtent trop cher. En 15 ans, on a fermé 69 000 lits en France. Donc oui, on est en tension, mais enfin, on a clairement choisi d'être en tension. Alors pour ce qui est de la réanimation, depuis 2 ans, il n'y a pas eu de diminution des lits. Il faut être honnête là-dessus, il n'y a pas eu de fermeture de lits. Mais par contre, c'est un système qui n'est pas du tout plastique, et qui n'est pas du tout plastique au niveau des humains. Donc voilà, il y a le problème vraiment du bâti et puis du nombre de lits sous-jacents, qui n'est pas suffisant et qui n'est pas plastique, qui ne peut pas s'ouvrir. En Allemagne, certains lits peuvent devenir des lits de réanimation assez facilement. Simplement, ils décident que ça devient des lits de réanimation. Parce que là, on parle beaucoup excusez-moi, mais on parle beaucoup de lits, mais rarement d'équipes. J'imagine que le lit en réa nécessite peut-être plus d'équipes que le lit en hospitalisation on va dire, de confort. Ouais, c'est la grosse chance de la réanimation, c'est d'être doté en personnel de manière beaucoup plus importante que les services classiques. On a normalement, dans un décret, on dit qu'il faut une infirmière pour 2 patients et demi. Bon, c'est un peu bizarre, ça veut dire 2 infirmières pour 5 patients. Et en fait, ça, il n'y a aucun service qui s'offre ça. Et on a
une aide-soignante pour 4 patients. Donc c'est très luxueux la réanimation en termes de personnel. Il y a toujours un médecin sur place, il y a toujours un médecin la nuit, plus ou moins un interne, plus ou moins un externe, des gens qui font le ménage. Donc c'est très très luxueux. Et effectivement, la grosse tension, elle est plutôt sur les équipes paramédicales et médicales. À la fois une tension de réalité, c'est-à-dire que les gens qui soignent le Covid aujourd'hui, dans les directives qui sont faites pour l'isolement et puis la sécurité sanitaire, c'est des gens qui passent 12 heures sous une blouse avec un masque, etc. C'est extrêmement éprouvant. Et donc, les équipes sont fatiguées. Ça, c'est vrai, quoi. La première vague a épuisé les gens et cette recrudescence saisonnière est en train d'épuiser encore le personnel. Donc, là, par exemple, est-ce que vous notez une différence entre les personnes qui arrivent maintenant et celles que vous avez vues au mois de mars, au mois d'avril? Est-ce que c'est les mêmes symptômes? Est-ce que vous sentez la même atmosphère qui arrive? Ou il y a une différence? Ouais. Juste avant de répondre à cette question, je finis par quelque chose. Mais il y a des dysfonctionnements majeurs qui induisent une tension. Je vous donne mes 2 dernières gardes. On a fait un lit dans la nuit pour accueillir des malades. Et il n'y avait pas d'ASH, c'est-à-dire les gens qui font le ménage. Il n'y en avait pas pour faire le ménage de la chambre. Donc la chambre est restée inutilisable pendant 16 heures. 2 fois. Et donc, déjà, si on commence par travailler là-dessus, par donner de l'argent pour avoir du personnel, par donner de l'argent pour que le ménage soit fait, par donner de l'argent pour qu'on ait le matériel, parce qu'on manque aussi de matériel progressivement. Plus ça va crescendo, plus on va manquer de matériel. Ça n'a rien à voir avec le fait de fermer des restaurants ou de faire un couvre-feu, quoi. Enfin, l'impact n'a rien à voir. Donc, votre autre question, elle est sur est-ce qu'il y a une différence entre les patients qui sont venus en mars et les patients qui viennent maintenant? Oui. Il y a quelques semaines, les patients étaient différents. D'une part, il y avait cette recrudescence de tests qui faisait qu'on avait des gens positifs, mais avec une autre maladie. C'est-à-dire qui étaient positifs à SARS-CoV-2, mais pas avec le Covid. Donc, on a eu des gens qui avaient des pneumonies à bacilles pyocyaniques, des pneumonies bactériennes, des gens qui avaient un lymphome en induction, une leucémie en récidive, et qui, par ailleurs, se trouvaient avoir un test positif, puisqu'on teste tout le monde de manière systématique. Vous rentrez à l'hôpital, vous êtes testé. Vous changez de service, vous êtes testé. Donc, à force, on en trouve. Surtout que le test, vous allez en parler dans une de vos émissions, mais il y a beaucoup de faux positifs. Donc, on se retrouve avec des tests positifs et on ne sait pas très bien quoi en faire. Ça, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo de l'IHU. On a eu au moins 3 patients comme ça, qui étaient juste positifs, mais qui étaient malades d'autre chose. Et pourtant, ils comptent dans les stats comme s'ils avaient le Covid-19. Donc, les statistiques sont douteuses, en vrai. Ça, c'était vrai il y a la semaine dernière et la semaine d'avant. Et puis là, petit à petit, ça s'affine. On a quand même de plus en plus de gens qui sont effectivement malades de la Covid-19. Et leur profil est à peu près le même qu'en mars. C'est-à-dire qu'on a des gens avec des facteurs de risque qui sont hypertendus, diabétiques, obèses. Et ceux-là, ils peuvent faire des formes graves, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est-à-dire que la phase virale, souvent quand ils arrivent, est presque terminée. Ils ont presque plus de virus. Et la phase inflammatoire commence, ou alors on est à la fin même de la phase inflammatoire, et on est sur les conséquences sur le poumon. Et ces gens-là s'en remettent plutôt bien. Et puis on a un deuxième profil de patients, qui sont des patients avec beaucoup de ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres maladies. Ils ont un lymphome, ils ont un cancer métastatique, ils sont très âgés, ils ont une dénutrition pour une autre raison. Bref, ils ont plein de maladies qui s'intriquent les unes aux autres. Et souvent, ces gens-là, ils sont plus graves. Ils sont plus graves parce qu'ils restent virifères, ça veut dire qu'ils restent à sécréter du virus en même temps qu'ils font leur phase inflammatoire et en même temps qu'ils font leur oxygénodépendance, c'est-à-dire qu'ils ont la maladie du poumon qui est là. Et ça, c'est plus difficile à traiter, ça dure plus longtemps en réanimation et le pronostic est plus incertain. Mais la réalité globale de la létalité, c'est-à-dire de la mortalité chez les malades, c'est qu'elle est faible. C'est que malgré tout, ça reste une maladie qui pour nous est pas bénigne, ce serait exagéré de dire ça, mais pas si grave que ça. C'est-à-dire qu'on tourne à 13% de mortalité sur la réanimation à peu près. Je peux regarder les chiffres en même temps que je vous parle là. Ouais, c'est ça, on est à 13% de mortalité en réanimation. C'est pas quelque chose qui fait peur en fait. Hein. Par contre, c'est quelque chose qui est long, qui mobilise des ressources, qui mobilise beaucoup d'énergie. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de personnes qui savent pas ce qui se passe et je vous remercie en tout cas de témoigner de ce que vous faites en interne parce que a priori, vous êtes la dernière personne capable de soigner un cas grave. Anesthésiste, réanimateur, donc vous avez la pression, hein, je vous la mets. C'est vrai qu'on se demande toujours, quand on écoute le discours officiel,
On a l'impression qu'on peut passer du stade où tout va bien, on est jeune, en bonne santé, etc. Tout va bien, on n'a pas de terrain spécifique, au stade on finit intubé sur le ventre. Les malades que vous avez en réa, est-ce que ce sont des personnes qui peut-être sont jeunes? On entend de tout maintenant dans la presse. Comment est-ce que vous avez toujours le même profil ou vous avez vraiment des jeunes qui vont bien? Alors, je vous donne ce que je connais, c'est-à-dire sur PACA et dans mon service et à l'assistance publique, il y a 300 patients, bon an, mal an, il y a environ 300 patients en réanimation. Là-dedans, il y en a 150 qui sont ventilés de manière invasive. Ils ont un tube dans la gorge, ils sont probablement sur le ventre, voilà, c'est grave. Puis il y en a 150 qui sont avec de l'oxygénothérapie à haut débit où on espère que ça passe comme ça, mais c'est pas sûr. Donc on est sur moitié-moitié. Et puis il y a 40 patients qui sont plus Covid positifs. On a levé l'isolement, mais ils sont toujours en réanimation. Donc en gros, on a 350 malades. Et sur ces 350 malades, vous pouvez considérer qu'il y en a à peu près 45 qui ont moins de 60 ans. Ça fait pas des masses. Et si vous descendez encore en dessous de 50 ans, il y a 10 malades entre 40 et 50 ans sur ces 350 malades. Il y en a 5 qui ont moins de 40 ans, enfin, allez, 7 qui ont moins de 40 ans. Donc, ouais, vous pouvez toujours trouver un mouton à 5 pattes. Il y a des gens très jeunes en réanimation, mais il y a des gens très jeunes qui ont plein de comorbidités. Il y a des Alors gens c'est ça le problème, c'est qu'on s'arrête souvent à l'âge. Immunosuppresseurs qui Oui. sont en fait des malades très graves, qui n'ont pas leur âge physiologique, qui ont un niveau de comorbidité qui est important. Donc vraiment, je crois qu'il faut rassurer les gens qui vont bien. Ils vont pas Alors voilà, c'est ça. Tout va bien, quoi. Ma question, elle est par rapport à l'état de santé, parce qu'on parle beaucoup d'âge. Alors on nous dit oui, il y a des jeunes qui sont aussi en réanimation, mais on ne nous parle pas de leur terrain, de comment ils vont, parce qu'ils peuvent aussi être malades. Hein, c'est possible des gens qui ont des cancers ou d'autres maladies compliquées. Donc là, les personnes qui sont plutôt jeunes dans votre unité en réa, est-ce que vous notez qu'elles ont quand même un terrain au départ ou ce sont des personnes ultra saines qui sont foudroyées par un Covid? Non,